Il suffit de passer le pont. Nous sommes en direct de l'hôpital Necker, comme toutes les semaines, l'espace plein ciel, et aujourd'hui, je reçois Antoine Blanchard. Bonjour. Bonjour Antoine, ça va? Ça va bien et toi? Mais très bien. Ouais. Alors Antoine et moi, on se connaît un petit peu quand même, Oui. parce qu'on a travaillé ensemble. Donc Antoine est sonorisateur, comme on dit dans le jargon. Ouais. Donc ça veut dire qu'il sonorise des concerts la plupart du temps, Majoritairement des concerts, oui. Ouais. mais des petites incursions vers le théâtre aussi. si j'ai bien compris. Quelques-unes, oui, c'est pas souvent, mais dont une avec toi. C'est vrai. Et ton frère. Exactement. Ton cher frère. Ouais. Un spectacle qui s'appelait Bobine, qui était une forme musicale, mais quand même très théâtrale. Effectivement, ça mélangeait un peu les deux. Voilà. Ouais. Donc on va parler un petit peu de tout ça ensemble, et puis alors moi j'étais un peu dans mes petits souliers, je t'avoue Antoine, parce que c'est vrai que comme j'arrive avec mon matériel et que voilà, je branche mes petits micros un peu tout seul, et un peu c'est fait de façon artisanale. Oui. Bon, Mais j'avais peur de mal faire, tu vois. Non, mais non, vous êtes un maître, il n'y a aucun problème. Ouais, bon. Alors j'ai une petite surprise pour toi Antoine, parce que je commence toujours l'émission par un petit jeu. Ouais. Ou un exercice de torture, ça dépend des gens en fait, ça dépend comment il est ressenti. Et je demande aux invités de prendre une minute montre en main pour me dire ce qu'ils ont envie de me dire sur eux-mêmes. Donc, parler de soi en une minute, montre en main, mais vraiment tu as carte blanche, tu peux dire ce que tu veux, tu peux nous parler de tes rêves, de ce que tu as mangé hier soir, enfin c'est vraiment toi qui choisis. Et c'est là je t'avoue que c'est une petite vacherie, parce qu'en général je prépare un peu, je dis que avant l'émission que ça va se produire, mais là je te prends un petit peu comme ça. En effet, oui. En effet, très bien. Est-ce que tu es prêt? Je suis complètement prêt. Eh bien c'est parti. Ça y est. Alors, la minute de qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui. Alors, ce matin, pour tout vous dire, je comptais aller faire une course et puis finalement, je ne l'ai pas faite. Parce que j'ai reçu un email ou deux qui ont demandé réponse un peu rapide, donc j'ai fait ça. Alors, je m'occupais aussi de mes filles parce que j'ai 2 enfants, donc j'en ai collé une. L'une était au collège, l'autre, je l'ai collée à ses devoirs in extenso, et puis je lui ai filé un petit coup de main quand même, donc j'ai fait du féminin pluriel ce matin un petit peu avec Margot, et puis ensuite écoute, je leur ai fait un petit déjeuner, et je les ai accompagnés chez une amie qui les garde cet après-midi pendant que je suis avec vous ici, puisque leur maman travaille elle aussi. Et habituellement on fait du sport, on va faire du parcours. Vous connaissez peut-être les parcours, les Yamakasi et tout ça, ils sont fans de ça. Malheureusement maintenant c'est fermé, alors on peut pas, donc faut trouver à s'occuper autrement. Donc là c'était plutôt ping-pong cet après-midi. Voilà. Et voilà, la minute est passée. Une minute, tu vois, c'est court finalement. Formidable. C'est pas aussi dur qu'on pense. Non, okay. D'accord, donc sonorisateur, déjà en quoi ça consiste? Alors à sonoriser. C'est un terme un peu barbare parce que comment dire, le nom du métier qu'on prononce le plus souvent en France, c'est ingénieur du son. Ouais. Mais ingénieur, c'est un titre, c'est un diplôme. Et en France, on a 2 institutions qui sont à même de vraiment faire la formation et de donner ce titre d'ingénieur du son, qui sont le Conservatoire national supérieur de musique et de danse et l'école Louis Lumière, si je ne dis pas de bêtises, qui est une école de cinéma très réputée. Voilà. Donc ensuite, après, il y a plein de gens qui font du son, qui sont des techniciens du son, comme moi, mais qui n'ont pas forcément le titre d'ingénieur. C'est mon cas. Moi, j'ai fait 2 ans d'études après le bac dans un cursus qui s'appelle un brevet de technicien supérieur de l'audiovisuel. Voilà. Et puis après, j'ai complété avec de la formation professionnelle. Et donc, mon boulot consiste à, le plus souvent, faire le son pour un groupe de musique, pour des chanteurs, dans des salles de spectacle. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est le gros du truc. Donc en effet, il s'agit de sonoriser en fait ce qui se passe sur scène, que ce soit des instruments ou des voix. Le principe, c'est de faire une prise de son et de la restituer à travers des haut-parleurs dans une salle de spectacle. D'accord. Voilà. Maintenant, il m'arrive de faire
Un boulot qui est plus tourné dans l'univers du studio, qui est plus de l'enregistrement ou du mixage de musique. Par exemple, j'enregistre des spectacles et je les retravaille chez moi pour essayer d'en tirer le meilleur son possible en fonction de là où ça va être diffusé. Parce qu'on ne fait pas du son pour mettre dans une salle de spectacle comme on en fait pour mettre sur un disque par exemple, sur un CD, sur YouTube. À chaque fois, il y a des normes de diffusion qui impliquent qu'on travaille un petit peu différemment, qu'on surveille certaines choses sur les niveaux et tout ça notamment. On ne travaille pas tout à fait de la même manière. Donc c'est bien de pouvoir revenir dessus un peu au calme. Donc là, c'est plus du temps réel. Par contre, là, on essaye d'avoir le plus de temps possible, mais on a de toute façon plus de temps qu'en direct pour intervenir sur les choses. Et on magnifie en fait au maximum le travail sur le son pour avoir la meilleure qualité à la fin. Alors je vois que tu entres déjà dans le vif du sujet, c'est bien, entrer dans les détails comme ça. Mais moi j'aimerais bien savoir si déjà c'est un domaine qui t'intéressait étant enfant, ou à partir de quand tu as pensé que ça t'attirait et que tu voulais faire ça? Alors moi j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient mélomanes, enfin vraiment amateurs de musique classique, qui avaient une très très bonne chaîne hi-fi. Et donc, dès petit, j'ai eu la chance de pouvoir écouter des opéras et beaucoup de musique en fait à la maison avec une très bonne qualité. Et du coup, d'être saisi par le son. Et mes parents aimaient bien écouter fort, avec les fenêtres ouvertes, en laissant rentrer le soleil le dimanche matin, par exemple. Ah oui. Et ça, c'est un souvenir, excusez-moi, qui reste. Et je pense que j'ai été marqué à ce moment-là. D'accord. Par la capacité, quand on ferme les yeux, à se sentir en proximité des instruments, à avoir toute la force émotionnelle de la musique qui te prend parce que le son t'emballe complètement. Voilà, donc ça c'était mon enfance. Et puis ensuite, j'ai aussi eu la chance d'avoir des musiciens dans ma famille, un oncle contrebassiste, sa femme qui était chanteuse lyrique, qui eux donc travaillaient dans la musique classique, donc pareil, qui nous faisait... qui de temps en temps nous faisait comme ça un petit spectacle à la maison pour nous, à deux. Mon oncle qui jouait un peu de contrebasse, ma tante qui chantait un petit morceau de la flûte enchantée, et donc tout de suite c'était réel pour moi. Je les écoutais sur disque et puis j'avais l'expérience des musiciens en vrai. Donc ça, je pense que ça me rappelle attiré. Une chanson de Trenet, c'est la famille musicienne. Mon père est musicien. Enfin, il y a plein de fois, toute la famille fait un instrument. Ça me rappelle un peu ça, ta famille. Mais moi, ce que ça m'évoque, c'est que j'ai l'impression que le son, pour un enfant, ça stimule énormément l'imagination, beaucoup plus que justement l'image, puisque quand il y a de l'image, il n'y a pas besoin d'imaginer, puisque l'image est là. Alors que moi, c'est vrai que j'ai des souvenirs d'être dans mon lit le soir, par exemple, et d'avoir une espèce de magnéto-cassette à côté où je passais soit de la musique ou même des histoires, avec parfois les histoires avec des bruitages aussi qui étaient inclus dans... On est hyper marqué par ça. En fait, il se trouve que notre cerveau, la partie arrière, le cortex, là... emmagasine énormément de tous ces souvenirs très très lointains des fois, puisque même dans le monde intra-utérin, l'enfant perçoit la voix de sa maman et puis les sons autour. Alors très brouillés, un peu comme ça, mais en attendant c'est quand même quelque chose. Alors moi, il y a le son et les odeurs aussi chez moi qui peuvent déclencher, rappeler des souvenirs hyper lointains. On arrive dans une maison, je sais pas, on part en vacances, on loue une baraque, on sait pas où on arrive, on ouvre la porte et ça sent un truc, et ça rappelle un souvenir de quand on avait 3 ans par exemple, dont on se souvient pas vraiment, on reconstitue au fur et à mesure. Ça, c'est vraiment le cortex reptilien qui a emmagasiné tout ça, et donc le son c'est très fort émotionnellement pour ça, parce qu'il y a une partie qui nous dépasse en fait, c'est-à-dire qu'on a tous une expérience acoustique, sonore, dont on n'est pas forcément conscient, mais qui fait vraiment partie de nous. Et moi, je sais que c'est, émotionnellement parlant, c'est un moyen très très fort de m'intéresser, quoi. D'accord. Mais alors, donc du coup, là, tu avais à peu près quel âge quand tu nous parles des opéras que tu écoutais ou de tes parents qui écoutaient la musique classique très fort? Entre 3 et... Ah oui, c'est vraiment très jeune. Entre 3 et 10-15 ans, par là, parce qu'après, j'ai commencé à écouter des musiques à moi, on va dire. D'accord. Mais enfant, en tout cas, oui, c'est on va dire la sortie de la petite enfance et l'enfance, quoi. Et déjà vers 15 ans, tu te dirigeais tranquillement vers un métier sonore? En fait, à 11 ans, j'ai commencé à m'intéresser plus aux techniques, à comment
on faisait pour faire du son dans des haut-parleurs, comment ça fonctionnait. Et donc là, j'ai commencé à m'intéresser à la radio à ce moment-là. D'accord. Et j'ai fait quelques petits stages pendant des colonies de vacances ou des choses comme ça, tu vois, dans des clubs radio, un peu comme ici. Il y a une petite radio, et puis il y a un animateur et on s'exerce. Alors au début, on met des disques, on se familiarise un peu avec les objets techniques, quoi, et puis on parle un peu dessus, et puis voilà. Et au bout d'un moment, j'avais fait 2 ou 3 petits stages comme ça, je commençais à sentir que ça m'intéressait vraiment. Je suis allé toquer à la porte de la locale de Radio France. J'habitais à La Rochelle à l'époque, et donc je suis allé là-bas. Et j'ai rencontré l'animatrice qui faisait la tranche du matin, et qui m'a dit, écoute, moi je fais une espèce de magazine pendant 2 heures, et je passe des petits sujets, et tout ci et tout ça. Et si ça t'intéresse, je te passe un magnéto, tu me montres, tu m'expliques un peu de quoi tu as envie de parler, et en gros combien de temps tu peux faire à l'antenne, quoi. Et puis tu fais ton truc. Je te montre comment ça marche le magnéto à bande, parce que c'était le magnéto à bande à l'époque, pour faire le montage de ton truc. Et puis moi, je les passe dans mon émission le matin. Et elle a passé Et alors j'en ai fait quelques-unes comme ça, pas des masses, mais je dirais 4 ou 5 épisodes que j'ai donc tourné, monté. Donc je me suis retrouvé dans la rue à 11 ou 12 ans par là. D'accord, mais tu faisais quoi alors? C'était quoi le... Alors, je me souviens d'être allé interviewer, d'avoir fait un peu de micro-trottoir sur un sujet sociétal lambda de l'époque, quoi, genre, qu'est-ce que vous pensez des pistes cyclables dont on parle, qu'on va mettre en place, enfin, j'avais fait un truc avec mes grands-parents, je leur avais fait parler de leur enfance, ou d'un truc, je leur avais fait raconter des anecdotes, tu vois. D'accord, ouais. Donc voilà. Oui, tu étais précoce dans le... Et donc oui, donc c'était mes premiers petits, en radio on appelle ça faire des bobinots, hein, c'est faire des petits sujets comme ça. Et du coup je me retrouvais dans les locaux de Radio France avec leur matériel qui me faisait halluciner. Et là je crois que ça m'a fixé là-dedans. Et l'expérience suivante ensuite, c'est mon grand frère qui a monté un groupe de rock, forcément, comme tous les grands frères. Et puis il répétait dans la cave d'un copain, et évidemment on n'entendait rien quand il chantait. Il fallait rallonger les prises électriques, ils avaient fait tomber la guitare, ils avaient cassé le câble. Donc assez vite je me suis retrouvé à mettre les mains dans le cambouis et à faire leur roadie un peu entre guillemets. Et puis à profiter d'expériences d'amis des grands frères qui avaient un petit peu d'équipement, et donc petit à petit je commençais à me familiariser avec tous ces trucs là, et à me frotter à la tâche difficile de la sonorisation. D'accord. Et tout ça, je trouve que c'est passionnant pour les enfants et les jeunes qui sont en ce moment à l'hôpital, parce que, bon, déjà, je dois dire que Antoine a aidé pas mal pour cette radio, la radio qui est à l'espace Plain-Ciel. Tu nous as beaucoup aidé à en tout cas déterminer ce dont on avait besoin pour monter ce studio. Et puis une fois que le studio sera vraiment complètement monté, ça sera aussi un peu grâce à toi. Donc déjà oui, merci pour ça. Avec grand plaisir. Mais surtout il faut que les enfants qui sont là sachent que ce petit studio radio qu'on a pour l'instant, il a été monté au départ par des jeunes, des ados qui étaient là, c'est il y a une vingtaine d'années, une quinzaine d'années, et qui avaient comme rêve, peut-être un peu comme toi à l'époque, de monter une radio. Et donc ils ont monté une radio à l'hôpital Necker, et ils ont essayé de trouver du matériel comme ça, et ils ont fini par monter leur radio, faire quelques émissions. Puis après évidemment ils ont quitté l'hôpital, donc la radio est un petit peu tombée en désuétude pendant un certain temps. Donc tout ça pour dire que ce que tu as vécu, d'autres jeunes le vivent, je pense. J'ai l'impression que la radio c'est un truc qui attire énormément. Il y a un côté mystérieux. Complètement. Il y a un côté magique. Moi j'étais passionné quand j'étais adolescent, on va dire, par les radios pirates. Je sais pas pourquoi. Le côté caché, clandestin, de faire son truc dans son coin, m'a plu, je sais pas. Et l'envie de s'essayer à faire son programme soi-même, à faire une sélection de disques, de musique, et puis ou bien comme tu le fais toi, réaliser des petits magazines plutôt sur la musique, ou de parler de ce dont on a envie de parler, enfin, et le faire à son rythme. Et puis moi c'était quand même très tourné, axé sur la technique, hein. Je crois que ce qui me passionnait vraiment, c'était quand même
C'est ce qu'il y avait sous le capot. Voilà, ouais. J'ai un père très autodidacte et très manuel, qui lui aussi, étant enfant, s'amusait beaucoup à démonter des objets pour comprendre comment ils fonctionnaient, sans forcément arriver à les remonter après. Et voilà, donc j'ai un peu joué à ça aussi. J'ai fait sauter les plombs de la maison quelques fois quand j'étais gamin. Ne le faites pas chez vous. Voilà. Ne le faites pas chez vous. Mais c'est cette envie de comprendre comment fonctionnent les appareils, en fait, comment ça marche, comment on s'en sert, d'en tirer quelque chose à la fin, de bricoler un peu avec tout ça, comme on pourrait bricoler avec un bout de bois pour faire des sculptures ou des plâtres ou quoi. Tous les enfants en fait vivent avec d'autres choses peut-être, mais toi c'était vraiment axé sur le son. C'était l'électronique, et puis alors c'est un peu moins vrai maintenant parce que les ordinateurs ont super progressé, donc tout est devenu virtuel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tout le traitement du son et tout ça, tu vois, ton ordi fait le boulot d'un studio. Si on prend l'équivalent, on voulait faire la même chose dans les années 60, on aurait facilement 100 mètres carrés de matériel, on consommerait 30 kW à la minute, et il ferait une chaleur de dingue, et voilà, il faudrait changer les lampes tous les quarts d'heure. Enfin, ça serait pas la même histoire. Ah ouais, non, c'est vrai que ça a beaucoup évolué. Voilà. Mais qu'est-ce que tu penses des caméras dans les studios radio maintenant? Parce que c'est une grande question. Ouais, je trouve que bon, voilà, je pense que ça vient en fait, du médium de diffusion. C'est-à-dire que, tu vois, on fait de la radio, mais on est autant sur YouTube, sur Facebook, que dans les chambres des enfants. Et dans les chambres des enfants, ici, on arrive dans les télés. Oui. Voilà. Oui. Donc, l'image a pris le pas, en fait, à truster tout ça. Et évidemment, le son est important, mais aujourd'hui, on ne peut plus faire du son sans faire d'image, quoi. C'est devenu... ça a été happé, donc on a des petites caméras et tout ça. Je trouve ça, en tout cas, en termes de transmission des émotions, je trouve que ça gâche un peu la sauce. Moi, j'ai adoré me faire une image dans ma tête des gens qui parlaient à la radio, par exemple. De ne jamais voir leur visage, ne pas savoir la part de mystère, juste s'en tenir à la voix, et du coup, après coup, on se rend compte que quand on n'a pas l'image, on écoute vraiment très très bien. Ouais. Je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est vrai que je me souviens m'être demandé souvent quel pouvait être le visage d'une personne, d'une émission que j'aimais particulièrement, ou d'un présentateur de radio. C'est vrai que c'est très fort, ça aussi. Et à la fois on a envie de savoir, et à la fois, une fois qu'on sait, on est un peu déçu. Ça arrive, ouais. Où on se dit, mais je l'imaginais pas du tout comme ça. Pas du tout, il est gros, lui, il est pas comme ça. On ne citera personne. On va pas citer de nom. Non, mais c'est vrai, mais bon, juste le son, ça fait travailler le cerveau quand même, ça emmène. Un son raconte une histoire, on se fait tous notre opinion là-dessus, en fonction de notre culture personnelle, et c'est très variable, et d'ailleurs c'est très marrant d'en parler avec les gens. Tiens, qu'est-ce que t'en penses, comment tu le vois, comment tu la vois, et de voir qu'on a des perceptions totalement différentes. Moi j'aime bien ce truc-là, c'est vrai qu'aujourd'hui, bon voilà, ça a changé, on peut pas dire que c'est pas bien, hein, c'est comme ça. C'est une nouvelle chose maintenant, le son n'existe plus sans l'image. C'est vrai que le poste radio a un peu disparu, quoi. Complètement. Pas de poste de radio. Ouais, non, complètement. J'en ai retrouvé un l'autre jour à la maison, un petit truc à pile, tu vois. Et ma fille fait, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Ça, c'est. Il est où l'écran tactile? Une radio. Une radio, c'est quoi? C'est fou. Mais aussi, je trouve, du point de vue de la personne de l'animateur, du présentateur, je pense que ça change aussi beaucoup, parce que le fait de ne pas être à l'image, j'ai l'impression, libère aussi beaucoup face au micro, quoi. Alors que dès qu'on se sent observé par le... Voilà, exactement. Je ne suis pas super à l'aise parce que je me sens observé. Et alors, je ne veux pas dire que ça modifie mon propos, mais par contre, ça m'accapare un petit morceau de réflexion de cerveau, quoi. Ça, c'est sûr. Faudrait arriver à s'en fiche et... se concentrer quand même sur le... En même temps, le podcast a pas mal d'adeptes. Il y a toute une culture aussi du podcast. Peut-être que ça a changé aussi de façon de faire, quoi. C'est-à-dire qu'avant, il y avait la radio. Maintenant, les gens s'abonnent à des podcasts et écoutent des podcasts. C'est un petit peu différent, en fait. C'est super, d'ailleurs, les podcasts. Il y a énormément de choses qui... Il y a énormément de contenu, tous azimuts, qui sont vraiment super à suivre. Nous, on écoute pas mal en famille les Odyssées de Leur Grand Besançon. C'est Radio France, ça. Voilà, donc elle prend Calamity Jane,
les pyramides d'Égypte. Elle trouve des histoires comme ça et elle en fait un truc super avec pas mal de musique et de bruitage et c'est chouette, ça fait ça fait voyager, c'est chouette. Ouais, puis ça marque, hein. Moi je sais qu'encore aujourd'hui, j'ai dans la tête des échos d'enregistrements que j'écoutais, des histoires, Le Petit Prince par exemple, je me souviens, et j'écoutais ça dans mon lit, et j'ai encore la voix, alors, et là j'ai complètement oublié qui lisait, qui jouait, il y avait un petit garçon visiblement qui faisait la voix du Petit Prince, et je les entends encore, j'entends encore l'ambiance, les bruitages, et le Pierre et le Loup aussi, ancestral sur vinyle, là. J'en ai encore quelques-uns à la maison, et des vieux avec Gérard Philippe et tout, c'est sûr. Et là on avait des comédiens de théâtre parce qu'on voulait avoir des voix, comme il n'y avait pas d'image là. Donc il fallait que ce soit prenant autant par la musique que par les voix elles-mêmes, quoi, par la narration. C'est sûr. Est-ce qu'on peut justement parler un peu technique maintenant, et que tu nous fasses, alors c'est peut-être un défi que je te demande là, mais que tu nous fasses un petit résumé des différentes époques. En fait, c'est l'époque justement du vinyle, la cassette, le CD, et ce qui a changé en fait. Faire une espèce de résumé de ce qui changeait, les techniques qui ont changé, si tu peux. On a 2-3 jours là. On a. Très bien. Alors, les premiers enregistrements sonores, comment on a fait? Certaines choses sont restées encore valables aujourd'hui. Le microphone, par exemple, comment ça fonctionne? On utilise en fait le son, c'est un mouvement de molécules dans l'air, tout bêtement. Quand je parle, je projette de l'air. Donc on utilise une petite membrane très fine qui, elle, va vibrer, qui va attraper ces vibrations dans l'air et qui va les transformer en signal électrique. Derrière le micro, on met des appareils qui permettent de grossir ce signal électrique qui est tout petit, parce que notre membrane, si on la prend trop fine, elle va casser très vite. Donc elle produit en bougeant. Alors, la membrane fait bouger un aimant, en fait. C'est ça qui produit le courant électrique. C'est de là qu'on a une tension électrique. Cette tension, après, on l'amplifie. Et puis, ensuite, on utilise une électronique qui permet de faire transiter ce petit signal électrique qui est donc la retranscription de ma voix, par exemple, jusqu'à des enceintes, donc, qui peuvent être soit un casque, c'est la même chose, un casque qu'un haut-parleur, donc c'est la même chose mais à l'envers, c'est une membrane, un aimant auquel on donne de l'électricité, l'aimant fait bouger la membrane fait bouger des molécules d'air, ça produit du son. Voilà comment ça fonctionne. Donc ce qui a changé, aujourd'hui c'est toujours la même chose. Pour faire du son, on prend un microphone et ça sort dans des enceintes ou dans des haut-parleurs de casque qui sont la même chose. Ce qui a changé, c'est ce qu'il y a entre les deux. Alors au tout début, pour enregistrer le son, on a utilisé des systèmes mécaniques. Le premier enregistreur, c'est un cylindre de cire avec une aiguille. Donc on envoyait le courant électrique à l'aiguille qui lui gravait dans la cire, et donc on pouvait relire après avec la même aiguille, avoir le phénomène électrique inversé et reproduire le son. Ensuite on est passé en effet, alors c'est pas très différent, le vinyle en fait, le disque noir 30 cm, c'est la même chose mais avec un mélange de plastique différent qui résistait plus longtemps et qui permettait une meilleure définition aussi du son. Après ça on est passé aux bandes magnétiques, donc là on a inventé des têtes de lecture et têtes d'enregistrement qui sont aussi des petits aimants. En fait le magnétisme vient fixer ou prendre la tension issue de petites molécules de fer qui sont dans un bandeau en plastique. En fait, la bande magnétique, c'est ça. Il y a toujours un rapport magnétique parce qu'il y a un moment, c'est du courant électrique, tout ça quand même. Alors, infime, très très peu fort, mais c'est comme ça qu'on a ces variations. Et puis après ça, donc il y a on a eu le CD. Donc le CD là c'est une gravure optique dans un disque en plastique aussi, c'est la même chose. Au lieu d'utiliser une aiguille qui allait faire des petits trous, des petites bosses, on avait la même chose mais avec
une cellule laser qui allait inscrire des 1 ou des 0 à la suite les uns des autres, et c'est tous ces 1-0 formant des mots que l'ordinateur interne savait décoder comme étant là, voilà. D'accord, ouais. Ou là. Voilà. Et puis, donc ça c'est le numérique, hein, ça y est, là on est dans le numérique, on n'est plus dans une transcription mécanique des choses analogiques, mais dans une transcription par des chiffres, donc on est dans un codage numérique. Et sorti du CD, ensuite on a exploité cette technologie pour tous les nouveaux formats et tout le monde d'aujourd'hui où toutes les informations sont donc numérisées et codées. Voilà. Donc ici, là, ton micro est branché dans une carte son qui est branchée à un ordinateur. Dans la carte son, on a une partie analogique qui donc récupère le petit signal électrique du microphone. Et derrière, on a un convertisseur. Donc lui, il transforme l'énergie électrique en suite de 1-0 avec une horloge pour qu'on puisse retrouver tous les échantillons en les décodant proprement. Sinon, ça fout mon parcours. D'accord. Voilà, donc on a toujours une référence de temps avec pour faire ça, sinon ça marche pas. Ouais. Donc on emmène dans les données numériques toujours la vraie donnée et une référence de temps à côté. D'accord. Qui doit être commune à tous les appareils, à tous les équipements, d'un bout de la chaîne à l'autre, ou qu'on peut reconstituer s'il y a eu un problème. On a ça maintenant. C'est ça qui permet de décoder et de redonner une information à la fin analogique pour qu'on puisse nous l'écouter. Parce que nos oreilles sont analogiques. Oui, effectivement. Notre voix est analogique. Nous, on a des cordes vocales qui vibrent, un larynx, une cavité buccale qui produit le son. Et de l'autre côté, on a des tympans qui sont des petites membranes, comme un microphone, qui vibrent aux molécules d'air, au déplacement dans l'air, et notre cerveau décode ça comme un son. Voilà. Voilà. Donc en fait, les technologies d'aujourd'hui, c'est une espèce d'extension du CD, finalement. Oui, ça a été développé à partir de... Voilà, le CD, le mini-disque aussi à l'époque. Oui, je me souviens. Le DAT, alors le DAT c'était un format professionnel, il y en a eu un petit peu dans le grand public, mais c'est le CD qui a pris le dessus. Le DAT c'était un codage numérique sur une bande magnétique. Mais c'est un codage quand même. Ce qui était fixé sur la bande, c'était pas une oscillation électrique, c'était des 1 et des 0. Donc on était déjà dans le numérique à ce moment-là. Le CD, je trouve dur, parce que ça fait quand même un certain temps maintenant que c'est sorti. Moi je me souviens, je suis assez vieux pour avoir vécu la transition entre justement les cassettes et les CD, mais ça fait un certain temps quand même. Donc, moi je suis toujours un peu étonné qu'on en vende toujours, qu'on en utilise toujours. Ah ouais. Alors, ce qui fait qu'on en a vendu encore beaucoup jusqu'à aujourd'hui, c'est en train vraiment de terminer. Pourquoi ? Parce que, en fait, à l'époque, ça a permis de faire quand même un énorme bond technologique sur la qualité audio. C'est-à-dire que, alors là, il faut que j'aborde deux, trois concepts techniques de son, vraiment. On parle souvent en technique de son, de la bande passante. Donc ça, c'est la définition. Pour les musiciens, c'est le registre. Par exemple, dans un piano, à gauche les graves, à droite les aigus. Voilà. Notre oreille, nous les humains, on peut entendre des sons définis entre 20 Hz et 20 000 Hz. À peu près. 20 000 Hz, c'est très 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 aigu. On les entend quasiment pas, même quand on a une très très bonne oreille très jeune. Et 20 Hz, c'est vraiment quelque chose qu'on n'entend pas par l'oreille, mais qu'on perçoit. C'est une vibration très très basse. Par exemple, vous êtes chez vous et vous entendez un camion passer dans la rue en bas, et ça fait vibrer un peu le bâtiment, on le sent dans les pieds, on le sent dans le ventre. Voilà, donc ça c'est ce qu'on perçoit du son. Quand on a été sur les tout premiers formats, évidemment, la cire, le vinyle, et même les bandes magnétiques, les cassettes, avaient une résolution pas du tout complète par rapport à ce 20 Hz, 20 kHz. On était plutôt dans 200 jusqu'à 2000, quoi, à peu près. Donc on avait... Petite fraction. Un maximum de ça, mais pas plus, quoi. Il y a des enregistrements. On ne pouvait pas avoir les ce et les qu'on peut avoir. Et puis, donc quand le CD est arrivé, on a réussi à coder, à coder beaucoup plus d'informations, en fait, et à emmener beaucoup plus d'informations sur le support. Et donc on a pu faire des enregistrements avec beaucoup plus de définition. Donc en bande passante, en réponse en fréquence. Et aussi l'autre, donc moi je l'ai défini comme ça. Et la bande passante, c'est ce plan-là, les graves et les aigus. Enfin, je le fais dans l'autre sens pour la caméra. Les graves, les aigus. Et ensuite la dynamique. Et la dynamique, c'est la différence utile
entre des niveaux très 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 faibles et des niveaux très très forts. C'est-à-dire en gros, en amplitude, le minimum et le maximum qu'on puisse faire. D'accord. Là, le matériel nous permet de m'attraper quand même, même si je parle tout doucement. Et après, si je monte le ton, ça marche encore sans saturer. Donc là, c'est la dynamique utile, par exemple, de toute la chaîne audio que tu as installée là. Ouais. Et ça, même chose, quand on travaillait avec des objets mécaniques pour graver le son, des aiguilles, si on maîtrisait pas ça, ou si on emmenait trop de définition, tout simplement à la gravure, l'aiguille, elle sautait. Oui. Donc, quand on fait un disque, par exemple, quand on enregistre un album et tout ça, et que les musiciens se disent « ça serait cool de le mettre sur un vinyle quand même, parce que c'est chouette, on a tous des platines vinyles, tout ça », on fait un traitement spécial. Une fois qu'on a terminé tout le boulot vraiment de mixage et tout ça, on fait ce qu'on appelle le mastering, qui est la dernière étape, qui vise à conformer le son pour le support sur lequel il va aller. Et au passage, on se permet de faire 2-3 petits retouches, 2-3 petits embellissements finaux, vraiment léchés au dernier moment. Voilà. Mais surtout, on fait attention à ça parce que si j'enregistre une grosse caisse de batterie pour un CD par exemple, et que je donne ce truc-là à l'usine qui va fabriquer les disques, ils vont pas le prendre, ils vont le mettre à l'analyse et ils vont dire non, mais c'est trop fort. ça passera pas, on va faire sauter l'aiguille. Tout simplement, on peut pas graver parce que c'est mécanique derrière. Voilà. D'accord. Et alors le CD, donc, il nous a permis d'avoir une définition vraiment monstrueuse par rapport à ce qu'on avait avant. Donc tous les gens, les mélomanes qui avaient investi dans une bonne chaîne hi-fi et tout ça, ont vu la différence. Ouais. Parce que tout d'un coup, par rapport à un vinyle, on a quand même 2 fois plus de dynamique, ce qui est monstrueux. Et ce qui permettait, par exemple, d'enregistrer une œuvre comme le Boléro de Ravel, qui peut développer une dynamique de 140, voire plus décibels, avec un orchestre symphonique. Ce qui est monstrueux. C'est vrai qu'entre le tout début avec la petite flûte et la caisse claire et puis la fin... Tout le monde joue mezzo, on entend ça de loin, et puis à la fin ça pète avec tous les cuivres et toutes les timbales à fond. Là on a une différence de niveau qui est faramineuse. Et ça on a presque réussi à l'emmener entièrement sans avoir à le limiter avec le CD. Donc pour tous les mélomanes qui avaient une chaîne hi-fi de haute définition chez eux, c'était vraiment une révolution parce que la qualité d'enregistrement était tout d'un coup décuplée, quoi. Voilà. C'est vrai que je me souviens aussi, je trouve que c'est très touchant d'entendre des très très vieux enregistrements et à des époques où on se dit qu'il n'y avait pas d'enregistrement. Moi je me souviens avoir entendu un enregistrement du compositeur Brahms, compositeur allemand, un romantique. Et alors on l'entend presque pas parce qu'il y a une espèce de friture énorme, on entend comme ça, et puis derrière on entend quelqu'un qui dit Dr Brahms comme ça, et c'est Brahms qui parle, et quand on entend tout à coup cette voix surgir, on a l'impression que tout à coup le compositeur prend vie, quoi. Jusque là il était un peu figé dans la chronologie de la musique classique, quoi. On se disait voilà, c'est un compositeur romantique 19e siècle, et tout à coup il surgit, quoi. L'humain il existe. Surgit, il existe, ouais. Ça c'est assez touchant. Je sais pas si toi ça t'est arrivé d'entendre comme ça des enregistrements un peu anciens ou si, bien sûr, ouais, bien sûr. Non, moi ce qui me fascine, c'est le moment dans les années 50, 60 où on a commencé à vouloir faire enfin, se poser la question comment on pourrait faire pour enregistrer des ensembles. Parce qu'un chanteur, c'est simple, on va dire. Tout un ensemble de musique, un orchestre et tout, c'est quand même un autre truc. Et à l'époque, la technologie était réduite à son plus simple, hein, donc on avait un microphone pour tout le monde. Et les ingénieurs ont travaillé à ce moment-là. Comme il y avait une pénurie technique, en fait, ils ont trouvé une solution, ils ont réfléchi. Et on a fait des studios d'enregistrement, par exemple. Les ingénieurs du son ont expérimenté en se disant bon, on va mettre le micro à cet endroit-là. Et puis on va faire une sélection des instruments par leur dynamique propre, justement. Comment ils sont capables de produire des sons très faibles ou des sons très forts. Si ils sont trop près du microphone, quand ils jouent très fort, ça va saturer, ça va pas être beau. Ça va couvrir la voix. Donc, ils ont déterminé des emplacements pour chacun des instruments de l'orchestre. Et on a plein d'enregistrements comme ça des années 60 qui sont fabuleux, de jazz, de grandes chanteuses de jazz, Ella Fitzgerald et tout ça, où il y a un microphone au milieu de la pièce et où on a entre 15 et 20 instrumentistes qui jouent. Et tout est clair et on entend tout très bien. C'est extraordinaire. Et donc, ils ont à ce moment-là le boulot d'ingénierie sonore
bon, il fallait être très bon en électrique, en électronique, c'était pas encore l'électronique, mais en électricité en tout cas pour fabriquer les machines, parce que les machines n'existaient pas, donc ils ont fabriqué les machines pour faire ça. Et aussi pour avoir cette réflexion et de se dire, bon alors il faut qu'on prenne le problème à l'envers en fait, et ben, tout ce qui sonne trop fort, on va le mettre plus loin, et puis tout ce qu'on veut atténuer un peu, on va le mettre un peu de côté, parce que le micro là il récupère pas trop bien le son si on se met sur le côté. Ah mais tiens, c'est intéressant, j'avais trop de graves dans ma contrebasse, mais si je la mets là, la contrebasse c'est mieux, tu vois. Ouais. Voilà. C'est une espèce, il faut trouver comment dire, dans l'espace en fait, une espèce d'architecture du son. C'est ça. Et ensuite ils ont donc travaillé vraiment sur l'acoustique des pièces pour qu'elles fonctionnent avec ce principe-là, en se disant le micro va être là, la chanteuse va être là, et on a tel problème, par exemple on entend trop la batterie, la contrebasse, il y a des notes qui sortent très fort et d'autres qu'on n'entend pas. Alors ça c'est dû à la propagation acoustique de chaque son dans un endroit donné. Hein, ça, c'est une autre prise de tête très intéressante aussi. Et donc là ils ont cherché tout simplement par positionnement différent comment obtenir le meilleur résultat. Ouais. Mais donc, c'était une époque où évidemment on enregistrait tout en live, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de comme aujourd'hui où on fait un petit peu instrument par instrument, ou une base avec 3 instruments, puis après on ajoute chaque instrument séparément. Et c'est vrai que ça donne un autre résultat quand même d'avoir. Moi je sais que j'ai un faible. On l'entend en fait quand l'orchestre ou même le groupe joue vraiment ensemble et que c'est pas un par un, quoi. Non, ça change tout. Pour moi, ça change tout aussi. Et même si la capacité à réenregistrer et à remonter les sons les uns avec les autres, donc tout ce qu'on appelle les re dans le langage technique, le re-recording, overdub disent les Anglais, c'est-à-dire, par exemple, j'enregistre une batterie et une basse, et puis par-dessus après, je fais une guitare, et par-dessus après, je fais un piano, et par-dessus après, je fais ma voix. Tout ça n'a pas l'effet de... On peut faire parfait en faisant comme ça, mais en effet, on n'a pas l'alchimie et on n'a pas le mélange que peut donner la prestation en direct, quoi. Même jouer au clic, parfois, je trouve que ça peut... En fait, c'est-à-dire que pour moi, ça fonctionne pas... Il faut en demander le moins possible au cerveau. Enfin, la création, c'est quelque chose qui demande de sortir un peu de soi, de se laisser rêver, en fait. Une bonne interprétation, c'est quelqu'un qui est très concentré dans ce qu'il fait et qui est en train de se raconter une histoire. Il peut fermer les yeux s'il veut. Enfin, il ne doit pas sentir des contraintes extérieures. Dès que le cerveau, dès qu'on a besoin de faire appel au cerveau pour... tiens, il fait un peu froid, je sens un courant d'air, ou tiens, il y a un écho là dans la pièce, ça déconcentre. Ou alors un métronome dans un casque qui par exemple, la référence du tempo pour tous les musiciens dans le casque, et tu es tout le temps en train de te dire est-ce que je suis dessus ou pas assez, ou à côté, ou machin. Et tu perds la qualité de l'interprétation libre et simple. C'est toujours mieux quand on peut enregistrer sans tout ça. Je suis d'accord avec toi. Et même s'il y a des erreurs dedans, c'est pas grave. À la fin, c'est plus joli que d'avoir voulu faire parfait au midi-poil et de bricoler ça à coup de technique. C'est la magie sans la magie, quoi. Moi, je suis assez content quand j'entends, je sais pas, tout à coup un petit peu le tempo qui s'accélère un peu, mais vraiment imperceptiblement. Mais je me dis, voilà, ils ont voulu accélérer à ce moment-là et c'était fait sur le moment. Et moi, non seulement ça me dérange pas, mais en plus ça m'apporte un peu plus d'humanité. Moi, je trouve aussi que c'est beaucoup plus le contenu émotionnel est plus fort parce que on sent on sent les gens en train de performer. Et tu peux dire ah là là, ça accélère, ils prennent des points, c'est incroyable et tout. Mais du coup, tu reçois l'excitation qu'ils ont eu à ce moment-là en le faisant. Ouais, exactement. Donc quelque part c'est une vision beaucoup plus réaliste de ce qui s'est passé vraiment et du coup on n'est plus que en train d'écouter les musiciens nous ont enregistré quelque chose, nous le donnent à écouter, là en plus on est un peu dans eux, quoi. On sent ce qui s'est passé, quoi. On sent qu'il y en a un qui a réagi sur l'accident de l'autre et ça a généré un truc et tu les sens se marrer ou être en tension ou c'est beaucoup plus palpitant, je trouve aussi que le moment présent, l'accident. L'interaction entre les gens. On m'a raconté une anecdote du chef d'orchestre Chelly Bidak qui dirigeait
en public. Alors je ne sais plus l'œuvre qu'il dirigeait, mais c'était en public et c'était enregistré. Et il se trouve que à un moment donné du concert, un des cornistes avait fait une fausse note ou avait fait un couac, quoi. Donc l'ingénieur du son, après le concert, ou un peu de temps après le concert, vient voir Chelebida et lui dit bon, pas de problème, j'ai réussi à enlever le couac parce que bon, il y avait une reprise dans l'œuvre, donc j'ai mis la note de la première partie, enfin la première reprise, dans la seconde reprise. Et là, il s'est mis en colère, il a dit mais pourquoi, ça sert à rien, enfin non, c'était le... Voilà, c'est l'humain, c'est comme ça, et il s'est mis très en colère. Donc, ça m'arrive de le faire aussi, et souvent quand on veut corriger ces trucs-là, bon, c'est jouable quand c'est tout petit, quoi. Et quand c'est vraiment nécessaire. Mais et puis c'est compliqué, parce que quand on enregistre plusieurs instruments ensemble, par exemple, tout le monde a joué ensemble, le microphone de l'instrument qui est à côté de celui qui a fait le couac, il a attrapé le son, lui aussi, il a attrapé le couac, avec plus de distance, mais il l'a quand même attrapé. Donc si tu te mets à vouloir l'enlever de partout, à la fin tu vas faire quelque chose qui s'entend, et ça sonne clairement comme un accident pas agréable. Finalement, l'accident du couac était plus bienvenu parce qu'il était dans la vie du truc, alors que l'intervention sur ce truc-là fait quelque chose qui est pas normal, quoi. Et ça, le cerveau le comprend tout de suite. Et c'est vrai que particulièrement dans la musique classique, il faut que ceux qui sont là dans les chambres et qui nous écoutent sachent qu'il y a des points de montage partout, quoi. C'est vrai que quand on regarde un fichier son d'un morceau par un musicien, mais quasiment à chaque mesure, il y a un point de montage. Et on en vient c'est des réflexions, je trouve que ça provoque des réflexions, savoir si c'est vraiment utile, et est-ce que ça déshumanise pas un tout petit peu l'interprétation. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux juste lancer l'enregistrement, jouer, et puis quitte à ce qu'il y ait quelques imperfections, voilà, c'est oui, moi je suis pas contre. Enfin, quand on me demande de faire des enregistrements comme ça et des mixages, etc., et qu'il y a ces questions sur des pains, on appelle ça des pains aussi en musique, faut toujours être prudent, parce que à vouloir intervenir dessus, à vouloir faire parfait, finalement c'est moins bien, quoi. Un peu plus froid. Faut accepter, Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de quelques projets précis auxquels tu as participé, oui, nous en dire un peu les détails. D'accord. Majoritairement, moi je travaille sur des tournées, donc principalement en France, un petit peu à l'étranger, mais principalement en France, avec des artistes de chansons ou variété, même si ça ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui. Voilà, donc mon boulot consiste à... on m'appelle en général quand l'équipe de musiciens est constituée, qu'on sait à peu près dans quels endroits on va aller faire les concerts, et donc j'interviens pour définir en gros pardon, excusez-moi, comment on va faire avec tous ces instruments dans toutes ces salles. Donc je conçois des systèmes de prise de son, comment les musiciens vont aussi pouvoir s'écouter pendant leur prestation, parce que dès qu'on sonorise quelque chose, quand on joue sur scène un instrument, on produit un son qu'on entend parce qu'on est au-dessus de la guitare, par exemple, et puis malheureusement on entend aussi ce son de la guitare qui est passé dans les enceintes et qui est dans la salle, et qui se propage dans la salle et qui revient avec un temps de retard important. Donc très vite, les musiciens sur scène ont besoin d'avoir eux aussi une écoute propre à eux. Donc c'est soit des enceintes qu'on va installer près d'eux, on appelle ça des retours, soit des casques maintenant intra-auriculaires, des tout petits trucs qui se voient le moins possible, mais qui permettent donc de donner la restitution du son sans le retard, en fait. C'est ça l'intérêt du truc. Donc dans ces mixages, dans ces oreilles-là, dans ces sons-là, on ne cherche pas à faire des mixages de grande qualité, on cherche surtout à être efficace et à ce que le timing soit très clair, parce que ce qui est très difficile pour un musicien, c'est de jouer en entendant quelque chose de décalé. Il faut être très 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 bon pour arriver à le refaire, et c'est très désagréable. C'est comme d'entendre le clic dont tu parlais tout à l'heure. Tu passes ton temps à te concentrer là-dessus, et du coup tu fais plus une bonne prestation parce que tu t'es accaparé par ça.
Donc je dois réfléchir à ces choses-là. Donc bon, c'est des choses classiques maintenant que tout le monde utilise, qu'on voit partout. J'ai rien inventé là-dedans. Moi, le but du jeu, c'est d'arriver à faire quelque chose qui s'installe facilement, qui est fiable, qu'on peut emmener partout et qui va permettre aux musiciens d'avoir à peu près le même confort tous les jours, en tout cas de se faire une référence et au bout assez vite, le plus vite possible, de se libérer de ces contraintes techniques, de les mettre à l'aise pour qu'ils puissent faire leurs prestations du mieux qu'ils peuvent, quoi. Voilà. J'ai dans les 20 dernières années, avec qui j'ai travaillé, j'ai eu la chance de travailler avec Louis Chédid, avec Thomas Dutronc sur une année, avec Renan Luce, donc ça fait 15 ans qu'on travaille avec Renan Luce ensemble, avec un groupe de musiciens, un collectif de musiciens jamaïcains. Ah oui. Et ça c'est assez récent, c'est dans les 5 dernières années, là, un projet qui s'appelle Ina Deyard, monté par des papis un peu du reggae. Qui ont décidé de faire un truc ensemble et de rendre hommage à leur musique originelle qui s'appelle le Nyabinghi. D'accord. Et qui est une espèce de musique trance de brousse en fait, reggae, mais par exemple sans instrument électrique du tout. Donc c'est que des tambours à peau de chèvre qui sonnent un peu gloup gloup, un peu étrange. Et donc eux ils ont une espèce de musique comme ça, très groove, très trance en fait, qui leur sert dans leur cérémonie et puis qui pratiquent quotidiennement pour rendre hommage à leur dieu et tout ça. Donc avec eux, on a fait pas mal de festivals un peu partout en Europe et tout ça, et c'est de la musique vraiment traditionnelle, on va dire. D'accord. Donc on joue à côté des grosses machines du reggae qui eux jouent fort avec plein d'instruments et plein de synthés et tout. On arrive avec 4 tambours à peau de chèvre. Mais eux, c'est que des instruments acoustiques. Ouais. Alors on a été obligé de tricher un peu parce que pour arriver à faire suffisamment de son dans des gros festivals, dans des grosses sonos, les instruments acoustiques, il y a une limite à leur amplification possible. Donc c'est quand même une guitare acoustique, mais avec dedans un capteur qui permet d'en tirer un bon son dans une grosse sono, quoi. D'accord. Et puis des voix, et beaucoup de voix. D'accord. Voilà. Ça doit être, je trouve passionnant à sonoriser dans ce genre de formation. Ouais, puis il y a un vrai challenge parce qu'on se retrouve dans une programmation de festival, par exemple, pris entre deux trucs connus, importants, qui eux ont mis beaucoup de production, tu vois, qui arrivent avec vraiment un gros son. Et nous, on sait que nos petits tambours, ils vont pas pouvoir produire ça. Ouais. Donc, il faut qu'on se débrouille pour que ce soit pour le public très intéressant quand même. Et ça sera différent, ça c'est admis. Mais ça va se passer ailleurs, quoi. C'est pas la puissance sonore qui va emmener le truc. C'est ces sons un peu étranges, venus de la brousse vraiment, qui donnent un caractère vraiment très spécial et qui interpelle et qui voilà. Donc il faut arriver à faire des jolis sons originaux, quoi. Ouais. En fait. Super, bah écoute, on arrive un petit peu vers la fin de l'émission. Je vois avec horreur qu'on s'approche déjà des 50 minutes. Et c'est bien, ça passe vite parce que c'est passionnant. En tout cas, moi je voulais te remercier déjà d'avoir été là avec nous. Merci beaucoup. Et d'avoir partagé tout ça avec les enfants qui sont là à l'hôpital Necker. Avec grand plaisir. Merci à toi, merci à l'Espace Plein Ciel qui sont tous là-bas. L'Espace Plein Ciel. Voilà. Et puis moi je vous retrouve la semaine prochaine. Je rappelle que cette émission est une émission de l'association Celui qui souffle, qui fait intervenir des acteurs du monde artistique pour donner un soutien, apporter un soutien et un petit moment d'évasion aux enfants hospitalisés. Donc j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine et d'ici là, bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine. Salut. Salut.